Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce rendez-vous, ce petit déjeuner que nous allons prendre avec quelqu'un que nous aimons bien, que nous aimons beaucoup, bien que nous ne la connaissions pas, mais Zabou nous l'a présentée il y a 15 jours d'une manière assez exceptionnelle, parce que cette femme est exceptionnelle, en tout cas atypique. On l'aime ou on ne l'aime pas. En tout cas, nous, on l'a choisie pour prendre ce petit déjeuner, ce thé ou café, mais à mon avis, ce sera thé. C'est Ariel Dombal. Ariel Dombal, elle est spontanée, elle est sophistiquée, elle est légère et cérébrale, elle est provocante et elle est soumise. Ariel, bonjour, vous êtes magnifique. Tout ça, ça fait un peu trop, non? Mais c'est un paradoxe aussi. Moi, je dirais le paradoxe Ariel Dombal. Oui, moi, évidemment... Vous êtes pleine de contradictions. Oh oui, peut-être. Mais comme tous les artistes, non? Pas tous. Enfin, vous les assumez. Voilà, moi, vos paradoxes. Oui, c'est vrai. Le rôle du petit déjeuner, pour vous, c'est un rôle important dans une journée? Très important. Je me souviens que ma grand-mère me disait « Ah, mon repas favori, c'est le moment où le thé... » Enfin, elle prenait de la chicorée. Mais ce moment-là où ce grand bol tout chaud arrive... C'est le matin, la vie vous appartient, la journée vous appartient. Petit déjeuner solitaire ou à deux? J'espère toujours à deux, mais quelquefois je suis en voyage ou en tournage et donc c'est solitaire. Il y a trois villes déterminantes pour vous. Alors, par ordre d'entrée en scène, je dirais. Il y a Mexico. Oui. New York. Definitely. Et Paris. Et voilà. Voilà. Pourquoi ces trois villes? Eh bien, je suis née aux États-Unis. Ma mère a été élevée aux États-Unis. Mon grand-père a été fondateur de la France libre aux États-Unis. Donc, vraiment quelque chose d'important envoyé par le général de Gaulle. C'est vraiment mon identité américaine qui est donc naissance dans le Connecticut et puis 18 ans au Mexique. Et j'arrive en France en 76. Et voilà, et depuis ma vie... À moi, Paris. Voilà, à moi, Paris, exactement. Vous dites, je suis une chicana, pourquoi? Parce que, vous savez, 18 ans de Mexique, d'abord, l'espagnol est ma première langue. J'ai appris le français à l'école, avec beaucoup de difficultés. Je fais encore des fautes d'orthographe. Le français, la France, pour moi, c'était Versailles. C'était une idée, d'ailleurs, la même que se font les étrangers de Paris, c'est-à-dire des sortes d'images d'Épinal. Et j'étais très impressionnée par la France. Et je me disais, j'irai là-bas, je ferai mes études en France et je chanterai, je ferai de l'opéra, je ferai du théâtre. Mais vous étiez partie pour y vivre ou vous pensiez que c'était une étape de votre vie? Ah non, j'étais partie pour y vivre parce qu'au Mexique, il n'y a pas de vrai conservatoire de musique. Ça n'existe pas. On ne peut vous pas... auriez pu aller vivre aux États-Unis? Aux États-Unis aussi, oui. Mais j'ai choisi la France aussi parce que ma petite grand-mère y habitait. Alors ça a déterminé. À quoi vous jouiez, petite? À tout. Mais d'abord, j'ai toujours un frère. Donc j'avais une enfance au Mexique, très turbulente. Pour moi, ce qui était important, c'était l'école, mais c'était surtout mes cours de danse. La première fois que je suis montée sur scène, c'est en tant que danseuse. Et ça, j'adorais la danse. Pour moi, ça, c'était tellement important. Alors, votre parcours, vous avez déjà découvert un petit peu, effectivement, vos goûts pour le voyage. Mais la suite, c'est un long voyage. Il nous est raconté ce matin par Béatrice Paquet. Regardez. Yes! Les artistes viennent parfois d'une planète qui nous échappe. Nous sommes un peu des animaux. Souvent, je dis que je suis belge et ça passe très bien. D'accord. Alors disons qu'Ariel Dombal est une panthère belge qui, vu sa taille de guêpe, ne doit pas tellement forcer sur les frites. Non, une petite sucette de temps en temps, comme ça, juste pour se parfumer à l'enfance. Je ne pense jamais que je vais vieillir. Née de parents français aux États-Unis, élevée au Mexique, Ariel Dombal débarque en France à 18 ans, étudie la musique, le chant, avant d'entrer au conservatoire. Un premier rôle à 20 ans dans Perceval le Gaulois d'Éric Rohmer. Elle tournera ensuite avec Polanski, Raoul Ruiz, Lelouch et bien d'autres. Elle réalisera elle-même 2 longs métrages. Des rôles au cinéma, des rôles pour la télé, des sagas historiques chez nous, mais aussi des séries à l'étranger. Côté chant, la voix d'Ariel se marie à la comédie musicale, au lyrique et aux grands standards américains, espagnols ou français. Ariel Dombal n'a peur de rien. Liberté, voilà un mot qu'elle chérit, alors à elle les singulières chorégraphies.
L'univers artistique depuis toujours l'enchante. C'est formidable, c'est très exaltant, c'est merveilleux ce personnage. Une énergie incroyable, que ce soit pour vendre une robe de mariée, défendre un grand show à Broadway ou encore son mari Bernard-Henri Lévy quand il se fait entarter. Ariel Dombal aurait voulu être cosmonaute, sans doute pour faire danser d'autres planètes. Mais si la sirène en fourreau croisait un jour un martien, comme nous, il la trouverait solaire s'il file des sauts chics. Non, le souci, c'est que jamais elle ne s'arrête de chanter. On peut pas débrancher la Castafiore, qu'on puisse répéter un peu. Ça, c'est un extrait du film qui va sortir le 8 novembre Voilà. avec Daniel Darieux. Très éclectique, ça, on le voit. C'est vrai qu'on disait en début d'émission que vous assumez vos choix et vos contradictions. Est-ce que quand vous étiez enfant, quand on revient en arrière, vous assumiez aussi votre classe sociale? Est-ce que vous étiez consciente que vous apparteniez à une classe sociale? J'étais surtout consciente que j'étais une étrangère, parce que probablement la chose que j'ai le plus entendue dans mon enfance, c'est Huerita, ça veut dire petite blonde, Huera, Huerita. Mais j'ai adoré mon enfance mexicaine. C'était une enfance extraordinairement physique aussi, parce que c'est un pays, vous voyez, où on va tout de suite dans le Pacifique, dans la jungle, dans le désert. Mais vous n'êtes jamais insurgé, révolté contre votre milieu et ses non, convictions? jamais. Pourquoi et même contre ses mon conventions, milieu? puisqu'il y a des conventions. Oui, bien sûr, mais vous savez, ce qui est important, c'est de s'assimiler au pays dans lequel on vit, de s'adapter au pays dans lequel on vit. Et moi, je me suis de toute façon toujours sentie étrangère partout. Mais je crois que c'est la meilleure manière d'être dans la vie, étrangère. Est-ce que vous avez eu un ressentiment contre votre père qui a quand même trahi votre mère? Vous dites même qu'elle a été très malheureuse de par ses frasques amoureuses. Oui, mais enfin, ça, c'était extrêmement de l'ordre, vraiment, tout le monde a comme ça, des chagrins privés qui sont des choses très bouleversantes. Est-ce que ça a eu une très influence profondes. sur le rapport que vous avez eu avec les hommes par la suite? Oh, sûrement. C'est-à-dire que j'ai vu à quel point, même en tant que très petite enfant, j'ai senti comme les adultes, comme la vie adulte était dramatique, comme il y avait des choses qui vous mettaient dans un chagrin immense. Et je ne les comprenais pas trop bien, mais je les sentais. Je sentais ce qui m'attendait. Donc moi, j'ai voulu faire tout le contraire. J'ai voulu avoir une vie extrêmement réussie. Et je me suis appliquée à l'avoir. Je voulais ça. Elie Chouraqui nous disait dimanche dernier, dans Théo Café également, combien il pensait à sa mère, qui était décédée pourtant maintenant il y a 20 ans, oui. Et qu'encore aujourd'hui, au quotidien, elle lui manquait. Est-ce que pour vous, c'est la même chose? Vous ressentez cette absence? Oui, bien sûr. Quand on a perdu sa mère à 11 ans, on est très déboussolé, c'est-à-dire que j'ai toujours envie d'une mère. Chez toutes les femmes que je rencontre, je vois la mère. C'est pour moi la première chose que je vois dans une femme, c'est la mère. Quoi et dans quelles circonstances elle a été le plus absent? Partout, tout le temps. À tout moment de votre vie? Ben oui, c'est un modèle, la mère. Donc moi, je me suis forgée d'autres modèles. J'ai trouvé des femmes admirables dans la littérature, dans la musique ou dans la vie, qui ont été mes modèles. Et je me suis dit, voilà, je vais ressembler à ces femmes admirables. Et qui notamment? Eh bien, bon, d'abord ma grand-mère, qui était une femme tout à fait extraordinaire et qui était tellement même extraordinaire que c'était peut-être même écrasant, tellement elle était une perfection. Et vous avez des modèles aussi charismatiques qui sont des personnalités, des gens connus? Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai évidemment, je me suis forgé l'idée de la femme idéale. Alors, c'était évidemment les grandes figures du cinéma, c'est évidemment Gene Tierney, c'est évidemment Marilyn Monroe, c'est évidemment Greta Garbo, comme tout le monde. Il y a Lorraine Bacall, et puis il y a les chanteuses. Alors, il y a les chanteuses, ça, c'est formidable. Marilyn Monroe, nous sommes allés voir avec vous l'exposition consacrée à Marilyn Monroe. On le verra dans la deuxième partie de Théo Café. Vous aussi, vous nous ferez l'amitié de chanter. Et accompagné de 2 danseuses tout à l'heure. Ça, c'est dans la deuxième partie. Mais auparavant, on prend connaissance de l'actualité. Le journal est présenté par Isabelle Bouloc. À tout à l'heure. Oui.
Bonjour Catherine, bonjour à tous. Le Secours catholique fête ses 60 ans ce week-end, 60 ans de solidarité envers les plus démunis. Les salariés de l'association caritative et quelques 60 000 bénévoles accueillent chaque année plus d'1,5 million d'exclus et leur offrent un toit, une aide alimentaire ou encore une insertion par le travail. Antoine Gaveau. C'était en 1946. Pour aider les familles les plus touchées par la guerre, le père Jean Rodin fondait le Secours catholique avec une question: que faire face à la pauvreté, l'enfance malheureuse ou le chômage? Cela fait aujourd'hui 60 ans que l'association aide les pauvres, en France et à l'étranger. La petite structure s'est transformée en véritable entreprise. 1000 salariés et 66 000 bénévoles en font partie. Chaque année, ils offrent une aide matérielle et morale à plus d'1,5 million d'exclus. Parmi eux, des SDF, des demandeurs d'asile, des détenus, mais aussi des personnes âgées isolées ou des chômeurs. Ils nous donnent à manger, ils nous donnent des vêtements, ils nous réconfortent. On a des infirmières pour si on est malade. Les aides se sont adaptées et diversifiées. Les bénévoles proposent du soutien scolaire, un accès aux soins ou encore un accompagnement psychologique. L'insertion par le travail est aussi mise en avant pour retrouver au plus vite une vie normale. Et sous le slogan « Être en fête », plusieurs manifestations auront lieu un peu partout en France. Le procès de Michel Kahn reprendra ce matin. Hier, la défense a réclamé l'acquittement de ce père de famille qui a toujours nié les accusations de sa fille. Hier, à Gavray, dans la Manche, un automobiliste probablement victime d'un malaise a fauché 14 personnes qui assistaient à la foire agricole de la ville. 14 blessés, dont un grave, qui a été évacué par hélicoptère vers l'hôpital de Caen. Le conducteur, âgé de 68 ans, lui, n'a pas été blessé. Une cellule psychologique a été installée sur place. En Colombie, le président Uribe a déclaré hier qu'il mettait un terme aux négociations avec les FARC au sujet des otages. Réaction du ministre français des Affaires étrangères, Philippe Douste-Blazy, s'est dit hostile à toute utilisation de la force pour tenter de libérer les otages. Pour leurs familles, les opérations militaires reviennent à condamner à mort les personnes séquestrées. Thomas Liard. À Bogota, fin de la trêve entre le gouvernement et les FARC. Un attentat perpétré jeudi contre une école militaire a fait 10 blessés. Pour le président colombien, l'heure n'est plus aux négociations. Après cet acte terroriste des FARC, nous demandons aux pays européens une aide militaire, une aide stratégique pour que nous puissions libérer par la force les otages. Le coup est rude pour les familles des proches. Selon la mère d'Ingrid Betancourt, si le conflit est réglé dans la violence, le sort des otages est scellé. Ces phrases violentes du président sont une condamnation à mort pour toutes les personnes qui ont été kidnappées. Les FARC réclament la libération de 500 de leurs compagnons de guerre en échange d'Ingrid Betancourt et des otages les plus célèbres. Mais pendant ce temps, le business du kidnapping se poursuit, une manne pour les guérilleros. Et des milliers d'anonymes continuent de disparaître dans la jungle colombienne. En marge du sommet européen en Finlande, Jacques Chirac, lors d'une conférence de presse, a appelé Israël à cesser de violer l'espace aérien libanais. Des incursions dangereuses et contraires à la résolution de l'ONU qui a mis un terme à la guerre de cet été entre l'État hébreu et le Hezbollah libanais. Une position soutenue également hier à New York par la ministre de la Défense, Michel Alliot-Marie, devant l'ONU. Michel Alliot-Marie, qui par ailleurs s'est exprimé sur son éventuelle candidature à l'élection présidentielle de 2007. Nous l'écoutons. Les sondages du mois d'octobre ne sont pas forcément les résultats du mois de mai. Il faut se rapprocher de la date de l'élection pour pouvoir juger si le contexte politique permet de se présenter avec des chances de gagner. Moi, je me lance toujours dans une compétition électorale pour gagner. Au sommet européen en Finlande, Vladimir Poutine s'est montré conciliant hier avec l'Union européenne sur les questions énergétiques en acceptant un partenariat équilibré. En revanche, le président russe a attisé les tensions avec la Géorgie. Jean-Paul Chapelle. Invité d'honneur à la table des 25. Et même le président français joue des coudes pour être en bonne place sur la photo de famille. La Russie fournit le quart du gaz consommé en Europe, une énergie de plus en plus rare et chère qui rend ses clients très courtois.
Les 25 ont chargé le Premier ministre finlandais d'une mission, présenter un front uni face à Vladimir Poutine. Message reçu, le président russe a promis de faciliter les investissements étrangers. Il s'est dit favorable à un partenariat avec l'Europe qui inclut l'énergie. La question des droits de l'homme a aussi été abordée, le meurtre de la journaliste Anna Politkovskaya. Poutine promet une enquête approfondie. Quant à la Géorgie, elle est responsable, selon lui, d'un bain de sang imminent. Plus de 5 ans après les attentats du 11 septembre, des ossements humains ont été découverts sur l'ancien site du World Trade Center à New York par des ouvriers déblayant les décombres. Des tests ADN seront effectués pour tenter d'identifier ces restes humains. Les familles des disparus, qui sont encore plus d'un millier, réclament aux autorités la poursuite des fouilles sur le site. Dans vos kiosques ce matin, Libération fait son gros titre sur les tensions au Proche-Orient entre nationalistes du Fatah et islamistes du Hamas qui divisent les familles et les clans. À la une du Figaro, la nouvelle crise des 35 heures. La patronne du MEDEF, Laurence Parisot, met au défi le ministre de l'économie Thierry Breton d'abroger les lois Aubry. 35 heures, la bataille repart, titre aujourd'hui en France. Dans une interview accordée au Quotidien, François Fillon, conseiller politique de Nicolas Sarkozy, explique comment l'UMP va s'y prendre pour, je cite, qu'il ne reste plus grand-chose des 35 heures. L'Humanité publie des paroles de prisonniers, apparaît les résultats d'une consultation lancée par l'Observatoire international des prisons dans le monde carcéral. François annonce le combat entre Schumacher et Alonso demain au Brésil pour le titre de champion du monde de Formule 1. Enfin, l'équipe proclame l'état d'urgence pour 2 grands noms du foot français qui jouent gros en cette 10e journée de Ligue 1. Nantes, la Lanterne Rouge, se déplace à Nancy et Monaco reçoit Toulouse. En rugby, Agen a arraché hier à domicile une précieuse victoire à Édimbourg en ouverture de la Coupe d'Europe, score 19-17. Coup d'envoi aujourd'hui à Saint-Malo des festivités pour la route du Rhum, dont le départ aura lieu dimanche 29. Les voiliers engagés dans la Transat en solitaire rejoignent progressivement la cité corsaire. Le public a commencé à se masser autour des pontons pour admirer les navires. Avant de refermer ce journal, une première mondiale en matière de procréation médicalement assistée dans le milieu animal. La naissance d'enfants d'une espèce rare a été obtenue par fécondation in vitro sur une biche d'une autre espèce plus commune. Un espoir pour les espèces menacées de disparition. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, les prévisions météo de Valérie Alexandre. Bonne journée à tous et à demain. Bonjour à vous tous. Alors nous sommes aujourd'hui entre 2 perturbations, celle qui est arrivée hier par la Bretagne et qui a traversé le pays d'ouest en est. On la retrouve aujourd'hui sur l'est de la France. Et puis la petite nouvelle qui arrivera demain par le nord-ouest due à cette dépression présente actuellement sur l'Irlande. Alors évidemment le temps est maussade sur pratiquement toute la France, mais les températures sont très douces pour la saison. Alors pour ce matin, on retrouve la perturbation d'hier sur le flanc est avec des pluies orageuses sur la Corse. À l'arrière du Nord-Pas-de-Calais jusqu'au Languedoc, un ciel de traîne assez chargé mais sec. Sur le nord-ouest, le temps est identique mais avec en prime des averses qui peuvent être orageuses. Dans le sud, il fait beau et attention au vent qui souffle jusqu'à 70 km/h sur les côtes de la Manche et 60 sur la façade atlantique. Alors dans l'après-midi, on conservera ce temps instable sur la Corse avec toujours ces pluies orageuses, un ciel variable mais avec une prédominance de nuages et quelques averses sur l'est du pays, toujours un temps agréable sur les Pyrénées et sur le golfe du Lion, un ciel chargé accompagné d'averses du Nord-Pas-de-Calais jusqu'à l'Aquitaine, avec par endroits quelques coups de tonnerre. Et puis sur la Bretagne, les Pays de la Loire et la Normandie, retour des éclaircies, mais des averses ne sont pas à exclure. Les températures pour ce matin, alors elles sont stationnaires par rapport à hier et toujours très douces pour la saison, 3-4 degrés de plus que la normale. Il fait donc ce matin 11 degrés à Rouen, Limoges, Clermont-Ferrand et Aurillac, 12 du côté de Paris, Strasbourg et Lyon 14 degrés, 15 à Ajaccio et 17 sur Marseille. Dans l'après-midi, elles seront là aussi stationnaires et toujours supérieures aux moyennes de saison. Il fera 16 degrés à Limoges, 17 à Orléans et à Nancy, 18 à Brest et à Lille, 21 à Bordeaux et à Bastia et 23 la maximale. Ça sera
sur Biarritz, sur Perpignan et sur Ajaccio. La tendance pour les 2 prochains jours. Pour demain dimanche, eh bien, une nouvelle perturbation arrivera par la Bretagne, apportant un ciel nuageux et pluvieux. À l'avant, sur le centre et l'est, le ciel sera chargé avec quelques trouées. Même type de temps sur le pourtour méditerranéen. En revanche, il fera beau des Pyrénées jusqu'aux Alpes. Les températures, elles seront stationnaires le matin et en légère hausse l'après-midi. Pour lundi, on retrouvera cette perturbation, la perturbation de dimanche sur l'est. Vous constatez qu'elle sera donc avec une tendance orageuse et ailleurs, eh bien, nous retrouverons un temps plutôt agréable. Tout de suite, on retrouve évidemment Catherine Sellac pour la deuxième partie de Thé ou Café. Très très bonne matinée et on se retrouve évidemment demain matin. Notre invité ce matin va se présenter face au miroir. Présentez-vous tout d'abord vos prénoms. Alors, Ariel, Laure, Maxime. Voilà mes prénoms. Votre nom? Mon nom, Sonnerie de Fromental. Et celui de votre mère? Garo Dombal. Profession? Profession, chanteuse, cantatrice, actrice. Situation de famille? Mariée. Signe particulier? Signe particulier, gaieté. Est-ce que vous avez une obsession récurrente? L'obsession, c'est jouir de chaque jour, jouir de l'existence, avoir des plaisirs, des désirs quotidiens. Et votre devise? Ne te connais pas toi-même. Afin qu'on se connaisse mieux, vous venez me rejoindre? Oui. Est-ce que vous pensez que les femmes les plus provocantes sont les plus libérées? Ça dépend du type de provocation. On peut dire que, par exemple, les suffragettes, comme Louise Weiss, qui était très provocante, qui descendait dans la rue en 1944 en disant « on a besoin du vote des femmes », était très provocante. Et elles ont libérées à la fois? Et libérées, en tout cas, je ne sais pas si le bien-être, c'est la liberté, mais en tout cas, elles ont obtenu le vote des femmes en France. Vous qui êtes une femme élégante, sophistiquée, pleine de beauté, quel est le comble pour vous du laisser-aller? Le comble du laisser-aller, bon, je dirais la méchanceté, la vulgarité, ne pas faire attention à qui on a en face de soi, être indifférent. À quoi ressemble le quotidien d'Ariel Dombal? Philippe Goeppers vous a suivi, accompagné de Jean-François Monnier au cours d'une journée. Oui. Je vis Paris dans toute sa dimension, c'est-à-dire que j'aime les expositions, j'aime ce qu'offre la ville lumière. Bonjour les petites filles. Et c'est vrai que là, c'est exceptionnel, puisque c'est la dernière séance de Marilyn Monroe. Je crois que ce qui fascine chez elle, c'est une féminité extrême et une très grande vulnérabilité. C'est le contraire de la star sûre d'elle-même. C'est quelqu'un de fragile, de touchant, d'enfantin. You say romance, I'll say jello. Et alors, voilà, là, on voit vraiment que c'est 1962, c'est 1 mois, 3 semaines avant sa mort. Est-ce que vous êtes aussi fragile qu'elle l'était? Oh, ça, on ne peut pas... Je crois que tous les artistes le sont. Vous n'échappez pas à la règle? Non. C'est tellement joli, on dirait un petit chat. Vous avez déjà posé nu? Oui, comme toutes les actrices. Hein. On pose nu un jour ou l'autre. Il y a des films où c'est voluptueux parce que ça fait partie d'une histoire très romantique et donc c'est un moment merveilleusement vécu. Et puis d'autres où c'est horrific, comme disent les Américains. On a très peur et on n'aime pas. Regardez ça comme c'est incroyable. C'est une girafe. Oh, il y a un chat. Bonjour les petites filles. Bonjour mon petit chat.
Le chat de la rue, qu'il est joli. C'est mon marchand de primeurs. Et alors là, il y a les premières cerises, tout est de très bonne qualité. Il y a des morilles, des groseilles, des asperges, des framboises et les noix de cajou. J'ai envie de tout. Qui fait les courses à la maison? C'est votre mari ou c'est vous? C'est ni l'un ni l'autre, parce qu'on n'a pas le temps. Mais de temps en temps, quand je peux, moi, je les fais, parce que c'est tellement agréable et c'est tellement amusant. Est-ce que vous ne fréquentez que les quartiers bourgeois comme celui-ci? Mais ça, c'est un quartier d'artistes, c'est un quartier de collectionneurs, c'est un quartier... C'est l'esprit de Paris, ici. Il vous arrive d'aller dans les quartiers plus populaires? Les librairies, mais c'est très populaire. Le thé, c'est la plus vieille boisson de l'humanité. On boit du thé depuis 1 siècle avant Jésus-Christ, en Chine. C'est une petite feuille qui tombe dans de l'eau chaude. Est-ce qu'il vous arrive d'oublier qui vous êtes? J'espère que, enfin, à moins d'être alzhémérien, on n'oublie pas qui on est, sinon c'est un peu difficile. Bien que j'ai un ami qui s'est perdu dans le métro, il ne savait plus ni comment il s'appelait, ni où il habitait. Ça peut m'arriver, mais j'espère le plus tard possible. Vous prenez souvent le métro? Non, jamais. Je vais à pied. Est-ce que vous vivez dans un cocon? Ah non, pas du tout. Non, 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 pas dans un cocon. Au contraire. Mais vous arrive par exemple d'aller dans des quartiers comme Barbès, un peu incognito. Ah, oui, bien sûr, bien sûr. Mais vous êtes reconnu immédiatement, non? Eh ben, j'y vais, et puis les gens sont très gentils. Les vendeuses me disent « Ah, mais non, mais c'est vous, mais je ne peux pas croire que ce soit vous. Oh là là !» Et puis elles me servent encore plus gentiment, donc c'est bon. Ce mur entre le Mexique et les États-Unis pour éviter justement l'immigration, qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous choque, ça vous heurte? On n'aime pas l'idée du mur, c'est affreux. Et moi qui connais tous ces Mexicains pauvres, ces paisanos, ces gens qui se disent « Ah, Eldorado, les États-Unis, je vais aller là-bas, je vais gagner de l'argent, je vais pouvoir faire vivre ma famille » et qui traversent la frontière. Mais les pays, jusqu'à preuve du contraire, sont obligés de se protéger. On ne peut pas ouvrir les frontières. Moi, j'adorerais qu'il n'y ait plus de frontières dans aucun pays, plus de frontières. Ariel, on vous voyait regarder cette exposition consacrée à Marilyn. Oui. Est-ce que vous pourriez chanter pour un président, comme elle l'a fait? Ah, pourquoi pas? Ça serait bien. Mr. President, happy birthday to you. Pour quel président vous pourriez le faire? Pour un président futur. Est-ce que vous êtes de celles et de ceux qui soutenaient un candidat, je pense à Johnny Hallyday ou à Diams ou à d'autres? Non, 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 non. Parce que d'abord, je suis américaine, je n'ai pas le droit de voter en France. Alors, vous avez toujours un passeport américain? Ah oui, oui. Et vous n'êtes pas naturalisée française? Non, 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 non. Parce que vous ne le souhaitez pas? Non, je ne le souhaite pas. J'aime que la France soit mon pays d'adoption. Alors chanter, c'est quelque chose de vital aujourd'hui. Est-ce que, lorsque l'on connaît bien Ariel Dombal, est-ce qu'on la connaît encore mieux et on la découvre totalement à nu en tant qu'actrice comédienne ou plus encore en tant que chanteuse? En tant que chanteuse, c'est incroyable parce que les gens, quand ils m'arrêtent, ils me disent toujours « mais j'adore votre voix ». Mais est-ce que vous vous donnez plus? Est-ce que ça va, c'est presque proche de l'indécence quand on chante? Ah oui, le chant, c'est le cœur sur la main, c'est l'émotion, il n'y a pas de tricherie, et surtout les concerts. Et c'est ce qui me donne le plus de joie, c'est de chanter. Alors Patrick Mimoni, qui vous connaît bien, oui. Il est réalisateur de 2 films oui. Vous concernant, et puis le journaliste à Corus qui s'appelle Daniel Panchenko, tous deux ont croisé leur regard sur la chanteuse et sur l'actrice. Ariel, la chanteuse, elle a une belle voix. C'est une personne qui a d'évidence plein de qualités artistiques. Ariel a une technique qui est de dire oui tout le temps. Alors c'est très agréable parce qu'on sent qu'elle veut éviter les rapports de force, mais elle dit oui tout le temps tout en faisant ce qu'elle veut. C'est dégueulasse de dire ça. Tu ne m'aides pas, tu ne veux pas m'aider, au contraire, tu en profites. Je pense qu'elle a une voix, elle a le volume, elle a la tessiture, elle a tout ce qu'on veut pour que cette voix vraiment soit émouvante. Et là, moi, j'ai écouté ce disque, et franchement,
Je trouve que c'est lisse, c'est propre. Ariel chanteuse, c'est sûrement une autre manière pour elle d'être actrice, hein, parce qu'elle conçoit vraiment, enfin, de ce que j'ai vu de son dernier spectacle, chaque chanson est conçue comme un petit film. Qu'est-ce qu'elle apporte à la chanson ? Pour le moment, d'abord, elle apporte pas de chansons nouvelles. Et si elle travaille, je pense qu'il y a des auteurs qui auraient vraiment envie de travailler pour elle. Ça veut dire qu'il faut des rencontres. Ça veut dire qu'il faut rater des choses, qu'il faut essayer des choses. Je crois qu'elle a le temps. Elle n'est pas complètement dans la misère. Elle peut se permettre de prendre du temps. Je crois qu'il faut prendre ce temps-là. Quelle est la reprise que vous préférez d'elle? Là, dans le dernier disque, ouais. c'est Je m'ennuie en fait, d'après la chanson de Marlène Dietrich. Moi, je m'ennuie. Ce qui est où là, c'est une petite fille complètement paumée, recroquevillée sur elle-même. Et j'ai l'impression que là, elle a perdu le contrôle sur cette image de l'amour. Et tout d'un coup, c'est un être vivant que j'entends. Il y a une émotion formidable qui passe. Voilà. Moi, j'ai eu cette émotion-là et je crois que cette émotion, elle peut donc la reproduire, ou en tout cas en trouver d'autres avec d'autres chansons. Mais il faut qu'à un moment donné, ces chansons-là fassent éclater ce vernis, ce formica quelque part. Je préférerais qu'elle soit formidable que formica. Ariel, comment vous avez pris la critique du New York Times qui disait un spectacle désordonné et mal chanté à Broadway? Oui, alors désordonné, ça l'était, c'est vrai, parce qu'on a eu tellement, oui, je le reconnais, tellement, oui, on a eu tellement peu de temps pour répéter. J'étais avec le plus grand big band, le plus 50 musiciens. Oui, et le plus ancien. Il y avait en effet, ces musiciens ont accompagné Sinatra, Barbra Streisand. Enfin, toutes les grandes voix américaines, et Joe Battaglia. Et c'était extraordinaire d'avoir à chanter comme ça, live. Alors on a dit, vous le savez, puisque les gens sont quand même assez mauvaise langue avec vous, oui. Que c'est les réseaux de Bernard-Henri Lévy qui ont été activés, et ce qui a permis donc de remplir les salles. Oui, enfin les réseaux activés, vous savez, peu importe qui a activé quoi, l'important, et je peux vous dire que c'est difficile, depuis... citez-moi une personne française, une européenne qui chante sur Broadway. Il y a notre merveilleux Charles Aznavour, et puis après, c'est le vide. On ne connaît pas, les Américains ne connaissent pas une Française. Les gens sont venus massivement, et on a refusé du monde. Alors évidemment, Bernard-Henri est plus connu que moi aux États-Unis, oui. Avec son livre notamment, American Avec son Vertigo. livre. Et donc évidemment, il y avait les amis de Bernard-Henri qui sont venus, et les miens aussi, et John Malkovich était là. Et votre frère? Et mon frère, et plein d'amis qui sont venus. Et il y a des gens qui ont traversé l'Atlantique aussi pour venir pour ces concerts. Ça valait le coup. Je voudrais que ceux qui nous regardent ce matin écoutent un peu, qu'il y ait une ambiance comme ça de votre album avant qu'on vous entende chanter. Ouais. Alors, j'ai choisi comme ça au hasard. And takes you for a spin, oh la la la. C'est magnifique. When every night your loved one holds you tight, oh la la la. C'est magnifique. Les Américains adorent ça. Pour eux, c'est Paris. Et vous adorez en plus chanter a cappella, vous. Quand on vous demande de chanter en playback, vous dites « Ah non, je n'aime pas j'ai une le vraie playback. préférence pour les et directs. » vous savez, ce qui est rare. Mais c'est vrai, mais vous savez que pourquoi est-ce que les gens m'ont aimé en concert? C'est parce qu'il y avait de la vérité. Et maintenant, il y a tellement de produits formatés qui sont des gens qui ne savent pas chanter et qui chantent quand même, et c'est faux, c'est que des choses de studio. Je ne dis pas que ce soit mauvais, chacun a son goût. Mais c'est artificiel. Mais voilà. Alors, moi, ce que j'aime, c'est le live, c'est la vérité. C'est pour maintenant, le live. C'est si bon. C'est ce qu'on va entendre aujourd'hui. Évidemment entouré de deux pin-up. Voilà, de deux pin-up. Alors ça fait partie donc de mon album C'est si bon. Et c'est ce que j'ai chanté à Broadway. J'ai inauguré ça à Broadway. Comme à Broadway, dans Thé ou Café ce matin. Voilà. C'est si bon, Ariel Dombal, entourée de 200 danseuses, tirée de son album qui porte le même titre et que l'on doit à Marc Di Domenico.
c'est bon. Merci beaucoup toutes les trois. Merci, c'était un Merci, vrai les plaisir. filles. La Merci, tour merci. Eiffel. Merci beaucoup, merci. Bye. Ariel, venez me rejoindre, vous qui partez beaucoup en voyage. Oui. Regardez, je vais vous demander de faire une valise. Voilà, regardez, il y a tous ces objets. Peut-être la robe longue, ça, j'aime toujours les Oui, robes ça longues. peut être utile. Ça brille. Il faut la Oui. mettre dans la valise, vous voulez? Oui, ce serait bien. Bon, alors je la Ouais. jette. hein. Ah, vous voilà, faites ça comme ça, vous. hop, Ça oui. m'étonnerait que ce soit comme ça chez vous. Ah, mais si, Ouais. c'est comme ça. Ouais. Des préservatifs? Ça- Non. Alors, attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, des oui, petites des mules. petites mules, oui, ça Hop, peut voilà. servir, c'est toujours Des tennis, joli. oui, parce que moi j'adore Oui. marcher et faire des randonnées. Un sèche-cheveux quand même, non? Pas ce gros-là, non. Non, il est trop gros. non. Puis vous l'aurez sur place. Non. Ça c'est Voilà. quoi? C'est une... C'est une petite pharmacie. Oh ben ça, on sait Oui, jamais. hein, on sait jamais. Hop. Des petites sous quand même, non? Mais c'est un maillot de bain, ça, Non, j'ai c'est des l'impression. dessous. Bon, C'est alors des des dessous. Ouais. Affriolant, hein, attention. Hein. Voilà. Bon, bah, c'est tout alors. Vous ne Voilà. prenez pas grand-chose. Est-ce que vous allez prendre une petite mini-jupe? Non. Ben, Vous portez quand même court, oui, hein? cet été... On ne sait jamais. Hein. Ouais, voilà. Allez, Non, non, d'accord. j'aime Un bien les jean, non, mini. je vous ai jamais vu en jean. Ah mais si, pourtant oui, ça oui, absolument. Bon, vous pouvez l'emporter celui-là. Yes. D'accord. Et ensuite, est-ce que vous prendriez un livre? Un livre, évidemment, je prendrais. Un livre, alors il y a celui de Bernard-Henri Lévy, Eh ben comme par oui, hasard. je le prendrais, Voilà. bien sûr. Et puis un sur Brassens. Voilà. Non, peut-être pas. Alors, attendez. Et parmi les journaux, qu'est-ce que vous prendriez? Il y a l'Humanité dimanche, il y a Gala, il y a Bon Week. J'aime bien l'Humanité parce Charlie qu'ils m'ont Hebdo. toujours Et l'équipe. défendu. Gala, je le lis, j'aime beaucoup. Ah oui, ils font des bonnes critiques de vous dans l'Humanité dimanche? Oui. Ah, sympa Ouais, ouais. ça. Voilà, mais c'est moi surprenant, même. je lis toute la presse. J'aime vous emmène au dos à dos. J'aime beaucoup la presse. Et quand je suis à l'étranger, si elle n'est pas là, elle me manque, la presse. Ariel, des réponses du tac au tac. Yes. Avez-vous menti durant cette interview? Non. Qu'est-ce que vous fredonnez sous la douche? Je fredonne mon disque, c'est si bon. A fine romance, my dear Jello. You take romance, I'll take Jello. Voilà. Qu'aimeriez-vous changer dans votre physique? Tout. Quitte à le changer, j'aimerais être quelqu'un d'autre. Ce serait formidable. Qu'est-ce qui pourrait vous convaincre de devenir brune? Je l'ai été souvent pour des films. Vous aimez? Oui, j'aime bien parce que c'est autre chose, quoi. C'est une métamorphose, c'est intéressant. Quel secret n'avez-vous pas encore dévoilé? Ah, heureusement, l'essentiel de mes secrets, je ne les ai pas dévoilés. Votre plus inavouable turpitude? Probablement faire beaucoup de choses qui sont interdites. Ça vous arrive souvent? Eh bien oui, tout de même. Par exemple, on dit défense de nager, je nage. Avez-vous déjà subi les violences d'un homme? Oui, absolument. Qu'est-ce qui vous serait le plus pénible? Perdre la vue, l'odorat ou le toucher? Les trois, bien sûr, mais probablement la vue, parce que il y a un tel plaisir à contempler le monde, enfin, à être... ça doit être terrible d'être aveugle, oui. Mentez-vous sur votre âge? Non. Quel est votre mot d'amour préféré? Mon amour. Vous le dites souvent? Oui. Et on vous le dit souvent? Oui, aussi. On retourne à table? Ah oui. Le matin, ça commence aussi par un jus de pamplemousse? Oui, pas toujours, mais peu. surtout ce bon thé, et vous m'en avez bien mis comme il faut, il est bien chaud. de muesli. Ça, c'est toujours bon, le muesli. Et puis là aussi, on a accompagné ce petit déjeuner de merveilleux pétales de chocolat, car c'est le salon du chocolat le week-end prochain. Je voulais vous offrir des livres. Tout d'abord, Arletty. Vous parliez de femmes assez exceptionnelles, au destin exceptionnel. Arletty, confidence à son secrétaire de Michel Souvé. Et alors, Arletty, on pense toujours atmosphère, mais c'est une femme qui a été tellement remarquable, d'une telle intelligence, et qui est bien entendu morte dans l'indifférence générale. À Paris d'ailleurs, oui. La France ouvrière, alors ça c'était un clin d'œil. Ben, il y a un siècle, la France ouvrière, Royan Dantex, ça c'est aux éditions Ouest France. Oui. Ce sont des photos amateurs, des gravures de la presse illustrée. La France ouvrière ne ressemble plus du tout à ce que c'est ces photos. Hein. Ça, on voit bien que c'est... C'était dans les années 1900. L'ouvrier, du début du siècle.
Je rappelle aussi ce très bel album, Ariel Dombal par Victor H, aux éditions du Collectionneur. Alors là, vous êtes exceptionnellement surexposé dans ce livre. Oui. Vous aimez ça, hein? Vous aimez bien, quand même. Victor H est un journaliste de l'humanité, justement, et qui est un très très bon journaliste et qui a fait un travail iconographique extraordinaire. Et s'il n'avait pas fait ça, eh bien, il y a des tas de photos que je ne connaissais même pas, beaucoup qu'il est allé chercher à l'étranger. Cette photo, oui, celle-là, vous tombez juste. Elle a été prise celle-là a été prise par une très grande photographe femme qui s'appelle Von Unwert. Elle a été prise dans un lit chez moi. Évidemment, avec la cigarette. Ah oui, ça. Mais surtout toute nue, alors là, vraiment, bon. Ah non, j'ai vu que la cigarette. Ah, d'accord. Un grand merci d'avoir pris ce petit déjeuner Oui. avec nous. Je voudrais rappeler Ariel Dombal, c'est si bon. Et c'est si bon à entendre. Oh, et c'est notamment gentil. le matin. Ah C'est oui. un vrai régal de commencer la journée ainsi. Eh bien, vous savez, je suis heureuse parce que le disque est sorti et les gens l'adorent. Et voilà, et c'est peut-être un disque hors norme, comme disait monsieur de tout à l'heure, je ne sais plus très bien ce qu'il disait, mais voilà, le chorus. Mais les gens l'aiment et ça me touche énormément. Ça me et puis touche. donc je rappelle Patrick Limoni, Ariel, donc un roman chez Flammarion. Je voudrais remercier pour ces tableaux qui sont exposés sur le plateau de Thé au Café, Michel Kruithoff, qui expose au Grand Marché d'Art Contemporain Place de la Bastille du 31 octobre au 5 novembre. Ce sont des toiles dans les tons bleus, roses, comme vous pouvez le voir, dans lesquelles on retrouve des écritures qui traduisent le métissage culturel de l'artiste. Vous parliez de métissage tout à l'heure. Demain, nous recevrons Roland Giraud. Roland Giraud sera avec nous, il nous parlera de son métier de comédien de boulevard aussi, qu'il assume vraiment très bien. Toute sa carrière est tournée autour du boulevard et nous évoquerons ce que c'est justement que le théâtre de boulevard qui est souvent considéré comme un art mineur. Oui, bien à tort. Je suis d'accord avec vous. Passez une très bonne journée. Merci. On se retrouve demain pour un nouveau Thé au Café dès 7h du matin. Au revoir. Merci. Cette émission sera rediffusée dans la nuit, comme toutes les émissions. Au revoir et on se retrouve demain à 7h pour un nouveau Thé au Café. Merci à vous. Merci Ariel. Free